Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition d'Euroquestions 2023, la série court de webinaires de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Werner du Centre Jacques Delors à Berlin, où il fait partie de l'équipe organisant le dialogue franco-allemand. Ce dimanche 22 janvier, l'Allemagne et la France célébreront les 60 ans du traité de l'Élysée. Si le tandem franco-allemand est souvent moteur de l'intégration européenne, la relation a connu quelques complications à l'automne dernier, notamment sur le plan d'investissement allemand, la priorité dans la transition énergétique, les questions de défense européenne ou la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Comment relancer la dynamique franco-allemande pour faire face aux enjeux européens en 2023 ? Je vous rappelle que vous avez votre outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Yann, je vous laisse la parole pour votre présentation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et ravi de pouvoir parler de franco-allemand aujourd'hui. Et c'est évidemment un bon moment pour en parler puisqu'on va avoir la célébration des traités de l'Élysée, comme Lara l'a déjà précisé, et un conseil des ministres franco-allemands qui aura lieu en même temps et dont on attend quelques avancées aussi pour l'Union européenne. Alors, peut-être un rappel d'abord sur ce qui fait le franco-allemand, une relation toujours et encore incontournable au sein de l'Union européenne, qui a accompagné toutes les étapes de l'intégration européenne, qui a forgé les compromis qui ont pu apporter une intensification de cette intégration, que ce soit le marché unique, Schengen, l'euro, la défense. Tout ça, ce ne serait pas pensable sans ce partenariat franco-allemand. Et c'est aussi évidemment une relation incontournable pour une Europe à l'économie forte. Alors, rien qu'entre les deux pays, par exemple, ensemble, ils rassemblent 41% du PIB de l'Union européenne, 24% pour l'Allemagne, 17% pour la France. Donc, il y a une différence entre les deux, mais ce sont quand même les deux puissances économiques principales de l'Union européenne. Avec 150 millions d'habitants, ils sont vraiment, on ne peut pas passer à côté pour des décisions majeures, même si, bien sûr, nous sommes à 27 et j'y reviendrai après. Il faudrait aussi penser aux autres pays États membres, ce qu'ils font souvent. On peut rappeler aussi que l'Allemagne est le meilleur client pour les biens produits par la France, par exemple, de très loin, et la France est presque le meilleur pour l'Allemagne, au même niveau que la Chine. Donc, c'est aussi on a là aussi des intérêts très immédiats entre les deux pays. Quand un pays fait quelque chose, cela a des répercussions immédiates sur l'autre. Ce sont des économies intégrées, incontournables, et donc on a intérêt à prendre en compte les positions de ses voisins. Et donc, surmonter ces antagonismes qui ont pu exister par le passé, le général de Gaulle a une approche assez visionnaire de la chose et tout son poids historique et toute sa crédibilité ont contribué à faire de ce traité de l'Élysée une des pierres angulaires de l'Union européenne, de l'intégration. Et à ce moment-là, c'était encore assez proche de la Seconde Guerre mondiale avec toutes les blessures qui ont eu lieu dans ce cadre-là. C'était quelque chose de révolutionnaire et qui a forcé les deux pays à beaucoup plus à se prendre en compte l'un et l'autre. Donc, ça date de cette époque, par exemple, que les ministres se réunissent régulièrement et pas seulement quand il y a un sujet très particulier à discuter, mais vraiment, on est obligé de voir ce que les autres pensent, de le prendre en compte et de le penser dans les prochaines étapes européennes. Maintenant, nous sommes en 2023, nous sommes à 27 au sein de l'Union européenne. Le triangle de Weimar entre la France, l'Allemagne et la Pologne n'a jamais trop bien fonctionné. Donc, ces deux pays sont aussi appelés à diversifier les relations et à prendre en compte d'eux-mêmes aussi les intérêts d'autres pays. Ce jeudi, on va avoir un traité d'amitié franco-espagnol qui va être signé, qui va dans ce sens-là, et qui est calqué sur le traité franco-italien du Quirinal, qui va aussi dans ce sens-là. Mais les deux pays doivent bien sûr un peu agréger aussi ces intérêts qui sont là. Les évolutions récentes de cette relation franco-allemande, je ne vais pas vous faire l'historique complet, évidemment. On a le traité d'Aix-la-Chapelle qui a complémenté ce traité de l'Élysée en 2019 et qui a pour but d'accélérer l'intégration économique et juridique et qui a créé de nouvelles institutions, le Forum pour l'avenir franco-allemand, le Fonds citoyen franco-allemand. Je ne vais pas aller dans les détails, sinon on va se perdre. Mais c'est aussi une de ces forces de cette relation franco-allemande que, bien que l'on parte souvent sur des positions presque opposées, en tout cas très différentes,
on travaille sur ces problématiques très complexes. On ne s'arrête pas à ces différences, mais on utilise tout ce tissu institutionnel qui a été créé au fil des décennies pour essayer de trouver un chemin pour progresser. Et donc, il n'y a jamais d'harmonie automatique et les différences d'opinion sont la règle, mais la spécificité de cette relation est qu'on a vocation à les surmonter et qu'on y arrive assez souvent. Il y a aussi eu dans le sillage de ce traité d'Aix-la-Chapelle un accord parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Bundestag, le Parlement allemand, qui a créé l'Assemblée parlementaire franco-allemande, où les députés des deux pays se réunissent régulièrement et ont ajouté un niveau législatif de à cette coordination, donc pour suppléer l'exécutif qui est traditionnellement plus en ligne. Un des grands succès franco-allemands des dernières années, c'était le Fonds de relance européen en 2020, en réponse aux conséquences de la pandémie, qui a aussi introduit la notion de dette commune, où l'Allemagne a été souvent inflexible sur ce point-là. Un grand bond en avant, entre autres préparé par un certain Olaf Scholz, qui était ministre des Finances à l'époque au sein du gouvernement allemand, et Bruno Le Maire, donc des personnes qui sont encore en responsabilité, qui n'ont pas perdu en influence et qui sont aussi appelés évidemment à continuer à broder sur cette relation franco-allemande. Et ce fonds de relance, 750 milliards d'euros, tourné vers la résilience à la crise, bien sûr, pour pallier aux effets immédiats, mais aussi tourné vers les enjeux d'avenir, la transition vers une économie décarbonée, par exemple. Une des évolutions récentes qui a beaucoup changé la dynamique de ce couple, ce sont les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine, qui en Allemagne ont créé une remise en cause complète de la politique de défense qui était jusque-là très réticente, beaucoup moins volontariste que celle de la France, donc qui a créé cette Zeitenwende, ce changement d'époque, comme le chancelier l'a appelé. Et qui conduit donc à une augmentation massive du budget de l'armée allemande, jusque-là très délaissée, et qui a par exemple conduit à ce que les imports de gaz venant de la Russie, qui faisaient jusqu'à 40-60% des imports allemands en gaz, ont été passés à 0% depuis août dernier, et donc une remise en cause aussi de ce plan de transition énergétique, comme on l'imaginait en Allemagne, sortir plus rapidement du charbon et suppléer avec du gaz, qui a été un peu mise à mal et qui conduit à une grande réflexion en Allemagne. Et l'Allemagne est un peu désorientée de ce côté-là. Il y a bien sûr aussi des différences au sein de la coalition. Et ça influence bien sûr aussi cette relation franco-allemande, où la France ne sait pas toujours exactement jusqu'à quel point ces éléments de changement d'époque vont être intégrés dans la politique à long terme de l'Allemagne, quand on pense industrie, commerce, mais bien sûr aussi défense. Donc là, il y a un petit flottement qu'on peut observer et qui explique aussi certains manques de coordination qu'on a pu voir ces derniers mois. Sur l'élargissement de l'Union européenne, cette invasion russe de l'Ukraine a aussi bien sûr conduit à un changement de position de la part de la France, qui donc a accepté la candidature de l'Ukraine, de la Moldavie, des pays des Balkans aussi, a donc changé de posture, avec comme point fort la visite d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz, de Mario Draghi et de Klaus Iohannis en juin 2022 à Kiev. On voit aussi déjà cet élément qu'on part sur un franco-allemand intégratif, en prenant en compte l'Italie, la Roumanie, et donc en montrant une solidarité européenne plus large que ce que le franco-allemand seul pourrait faire. Voilà, donc il y a ce point-là. Et une des conséquences directes de cette invasion russe, c'est bien sûr qu'on va parler des sujets qui sont traditionnellement compliqués dans le franco-allemand. La crise de l'énergie, par exemple, les difficultés de communication et d'action pour l'économie, et aussi plus de force d'initiative allemande sur les questions de défense. On l'a vu sur European Sky and Shield, l'initiative de défense anti-aérienne qui n'a pas inclus la France et donc mené à des crispations du côté français. Beaucoup de choses qui évoluent et qui donc influencent aussi les relations franco-allemandes et donc la capacité à traiter les sujets futurs. Alors, partons sur le cœur du sujet, les enjeux pour 2023. Un des enjeux majeurs sera la renégociation du pacte de stabilité et de croissance, qui est obsolète depuis des années. Personne ne s'y tient, il n'y a jamais eu de sanctions. Ce pacte est pour l'instant caduc et donc devra être révisé. Il y a une certaine pression. La pandémie a montré aussi que les niveaux de dette qui étaient prévus sont complètement inatteignables et irréalistes à moyen terme et même à long terme. Et donc, il y a une proposition de la Commission qui devra être discutée en franco-allemand, où là, la France et l'Allemagne ont des positions un peu différentes, où l'Allemagne souhaiterait bien sûr plus de discipline budgétaire, tout en laissant la place à des investissements nécessaires. Donc, ne pas plaider pour l'austérité, mais pour qu'il y ait des règles quand même qui soient respectées. Et la France qui a aussi
qui est plus en accord avec la proposition actuelle de la Commission, qui prévoit plus de flexibilité au niveau des pays individuels et un accompagnement un peu plus flexible. Donc, ça va être un arbitrage qui va être compliqué. C'est un sujet sur lequel on attend la France et l'Allemagne. Il n'y a pas encore de communication claire. Peut-être qu'on aura un début de réponse au Conseil des ministres franco-allemand ce week-end, mais je serai un peu prudent sur cette question-là. On va beaucoup parler de transition écologique. On va devoir s'occuper du marché de l'électricité, revoir les modèles des prix et aller vers plus d'intégration européenne sur ce point-là. Je pense que cet hiver a été un grand signal sur ce point-là. Il va falloir parler aussi des enjeux futurs comme créer une infrastructure d'hydrogène au sein de l'Union européenne. Donc ça, ce sont des sujets où le franco-allemand est un peu plus consensuel. Sur la politique industrielle, il y a eu un rapprochement aussi très notable entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne traditionnellement réticente aux interventions de l'État dans les questions économiques a changé de position, entre autres parce qu'il y a l'Inflation Reduction Act qui a été décidé aux États-Unis et qui donc met sous pression les industries européennes. Et là, on voit que le problème est peut-être, le cœur des tensions est peut-être moins au sein du franco-allemand qu'au sein de l'Union européenne même, parce que la France et l'Allemagne s'ils en ont le droit, seront en état de subventionner leurs industries, mais d'autres États membres à l'économie plus modeste ne l'auront peut-être pas forcément et ont peur d'être écrasés sous ce tandem franco-allemand, ce qui ne serait à long terme pas dans l'intérêt de ces deux pays non plus. Donc là, on va attendre une réponse qui va venir. Et comme dit, les points d'agenda de ce Conseil des ministres sont encore assez vagues. Ça va être quelque chose qui va nous accompagner ces prochaines semaines, ces prochains mois. Sur la défense, évidemment, on en parle tous les jours. On est en train de parler de livraison de chars possibles allemands à l'Ukraine, des chars modernes. On a vu le petit cafouillage qu'il y a eu entre les annonces différées d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz sur la livraison de blindés légers en début d'année. Peut-être que d'ici vendredi, il y aura une décision en ce point. On a entendu quelques bruissements, il n'y a encore rien d'officiel sur une possible initiative visant à livrer le char Léopard 2, donc le char le plus moderne de l'armée allemande, qui est aussi très répandu en Europe, en quantité substantielle à l'Ukraine pour soutenir son effort de défense face à la Russie. Et les autres sujets, je vais pas trop m'arrêter dessus. European Sky Shield, je l'ai déjà évoqué. Le projet de combat, le projet d'avion de combat du futur, le SCAF, a eu quelques avancées après de longues tractations et négociations entre industriels en fin d'année dernière. Donc, de ce point de vue-là, on est sur le moyen terme, on est sur une bonne dynamique. Et sur le soutien à l'Ukraine, on va parler bien sûr d'équipements militaires, des finances, du matériel civil pour contrer les attaques sur le réseau électrique ukrainien et la reconstruction de l'Ukraine à long terme après la guerre et peut-être même déjà en partie pendant la guerre, qui sera un sujet où on attend beaucoup Français et Allemands pour délimiter les limites d'un compromis européen sur ce point-là. Pour terminer cette présentation, je voudrais aussi encore parler de possibles points de convergence que nous avons délimités dans un dialogue au sein des trois instituts Jacques Delors, des trois sœurs, Bruxelles, Paris, Berlin, où on attend, où le franco-allemand aura peut-être plus de possibilités de trouver des solutions à court terme. On a parlé de beaucoup de projets complexes qui accompagnent l'Union européenne, non sans raison depuis des décennies. Déjà, dans le traité de l'Élysée, on parlait de convergence stratégique. Ça prend son temps. Mais si on parle, par exemple, de protection des océans, de la protection du climat et via la protection des océans, on pourrait voir une mise en commun de moyens matériels dont l'Allemagne dispose beaucoup et diplomatiques, où la France est très active, qui pourrait apporter ses fruits. Sur la migration, la répartition de demandeurs d'asile au sein des États membres ou la création de voies de migration légales, où là aussi les positions françaises et allemandes sont relativement proches les uns des autres dans le contexte européen. La protection de l'état de droit, apporter une réponse forte aux violations de l'état de droit dans des démocraties qui se disent illibérales et soutenir la Commission dans ses efforts, ce qui n'a pas toujours fonctionné de manière optimale jusque-là, et on a quand même une nouvelle dynamique qu'on remarque. Et à long terme, la réforme des institutions européennes, préparer l'élargissement de l'Union européenne, préparer les institutions à ce qui va venir, ce qui va durer plusieurs années, et discuter de la majorité à vote qualifié pour les questions de politique étrangère. Donc là, il y a déjà un groupe de travail qui a été mis en place en franco-allemand, où là aussi on attend de premiers éléments.
Voilà pour la présentation. Je repasse le mot à Lara. Vielen Dank, Yann. Donc, comme vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup d'attentes concernant le sommet franco-allemand de ce dimanche. Alors, nous avons reçu plusieurs questions. Peut-être une première question sur le tandem Scholz-Macron. C'est vrai qu'il y avait eu des tensions assez flagrantes entre Angela Merkel et François Hollande à l'époque, mais depuis l'élection de Olaf Scholz, est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle dynamique s'est installée? Alors, il y a clairement une nouvelle dynamique. Est-ce que ces deux personnes s'entendent bien ou non? Je n'étais pas dîné avec elles, donc je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus. Ce n'est peut-être pas le grand amour, mais ça n'a pas besoin de l'être non plus. Ce genre de relation doit se construire. Il y a des contraintes politiques dans les deux pays. Olaf Scholz dirige une coalition difficile qui a dû faire face à de très nombreux défis. Je les ai évoqués en Allemagne. Tous les partis participant à ces coalitions ont dû avaler des couleuvres et la question sera quelle marge de manœuvre aura-t-il? Continueront-ils à avaler les couleuvres au vu des défis? Et en France aussi, bien sûr, on a une majorité présidentielle qui n'est pas une majorité au sein de l'Assemblée nationale, qui n'a pas de majorité propre et qui donc aussi a des moyens limités. J'ai perdu le fil de la question. C'était le tandem Scholz-Macron. Donc oui, au vu des difficultés intérieures qu'ils ont, qu'ils ont, avec lesquelles ils doivent travailler, et surtout les enjeux énormes qui sont sur la table, je pense qu'ils ont déjà fait un bon début et qu'il ne faudrait pas aussi surestimer l'importance de ces brouilles qui ont pu avoir lieu à un moment ou à l'autre. S'il y a des problèmes de communication, ce n'est pas vraiment ce dont on reparlera dans quelques années. Ce sera est-ce que vraiment on aura avancé sur ces questions, qui a livré, qui a permis à l'Ukraine de tenir pendant la guerre, et moins qui a envoyé le premier ses blindés légers avec 2 jours d'avance ou non. Merci beaucoup, Yann. Peut-être une deuxième question. Pourriez-vous détailler davantage l'état des lieux des positions respectives sur la politique énergétique et la réforme du marché de l'électricité? Alors, en franco-allemand, il ne semble pas y avoir de dissension majeure sur ce point-là. Tout le monde connaît les différences dans les mix énergétiques des deux pays. Il s'agira de prendre plus en compte la disparition, la volatilité des énergies fossiles qui restera aussi même après l'invasion russe. Donc là, on a passé une phase, on a presque passé cet hiver. Enfin, en tout cas, les perspectives sont bonnes pour passer cet hiver sans crise énergétique majeure. Avec quand même le départ à nouveau des centrales nucléaires françaises qui ont eu du mal pendant longtemps, mais qui maintenant semblent de nouveau être en état d'apporter leur rapport habituel au marché européen. Et donc là, ce sera plutôt, on rentre dans des questions très techniques. Je ne pense pas qu'il y aura des dissensions majeures sur ce point-là. Peut-être qu'on va parler plus du financement des interconnexions entre les différents pays et la création de nouvelles infrastructures. Et là, on a peut-être un intérêt allemand un peu plus poussé pour surmonter aussi l'hiver prochain qui risque d'être problématique, de ne pas trop se focaliser sur le gaz qui ne va pas être une source propre à long terme, qui n'est pas décarbonée. Et donc là, il y aura peut-être encore une certaine dissension sur le nombre d'investissements apportés sur ce domaine-là qui ne peut être que temporaire. Merci beaucoup. Et peut-être une troisième question sur l'élargissement. Donc, pendant longtemps, la France était un peu réticente à ouvrir, à intégrer plus de pays dans l'Union européenne, mais cette position a changé depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Et le projet de communauté politique européenne porté par Emmanuel Macron est aussi une réponse à cela. Est-ce que le tandem franco-allemand pourrait relancer le processus? Je pense qu'il est déjà bien lancé. On ne sait pas encore exactement à quoi cette communauté politique européenne va aboutir dans le concret, mais c'est déjà une très bonne initiative que la France a prise. Et on a vu qu'entre les premières annonces d'Emmanuel Macron, le discours d'Olaf Scholz à Prague, qui est aussi, je l'ai évoqué, plus initiatif que l'a été Angela Merkel, plus clair sur sa vision européenne des choses, qui a repris aussi cette notion. Et on a déjà eu un premier sommet. Je pense que sur ce point-là, il n'y aura pas de conflit majeur puisqu'on a arrêté
disons, les points les plus importants, que ce ne sera pas une antichambre pour faire patienter les pays qui voudront accéder à l'Union européenne, qu'il n'y a pas d'exclusivité, que ça ne s'exclut pas mutuellement d'être candidat à l'Union européenne et membre de cette communauté politique européenne. Donc, c'est un sujet qu'il faudra suivre et où la France et l'Allemagne, je pense, ont déjà trouvé un bon compromis qui permet de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Peut-être une prochaine question. Olaf Scholz est souvent présenté en France comme moins enclin qu'Angela Merkel à la coopération européenne, comme plus centré sur la défense prioritaire des intérêts allemands. Est-ce que ça vous paraît exact? Non, ça me paraît être un peu un raccourci important. Alors bien sûr, l'Allemagne a des intérêts nationaux comme la France en a aussi, c'est tout à fait évident, et l'Europe n'est pas censée travailler contre ses intérêts nationaux, mais les complémenter et en faire en tirer une ligne qui profiterait à tous les États membres. Donc non, je ne dirais pas ce qui est très palpable en Allemagne, c'est ce sentiment d'urgence qui est énorme. C'est quand même la plus grande crise qu'on a eue depuis 30 ans. Depuis la réunification allemande qui bien sûr avait bouleversé beaucoup de choses à cette époque-là. Mais on voit vraiment qu'il y a une volonté de changer beaucoup de choses et que l'Allemagne n'est peut-être pas toujours consciente que les annonces qu'elle fait, on l'a vu avec le paquet de soutien au prix de l'énergie de 200 milliards d'euros, qui avait effrayé beaucoup de voisins quand même, qui, après communication ultérieure, s'est révélé quand même compatible avec ce qu'on s'imaginait, mais qui n'a pas encore ce réflexe européen, ce gouvernement, de vraiment bien expliquer en amont les choses et surtout de veiller à ce que ce doute qui a été exprimé ne prenne pas vraiment de dynamique propre qui pourrait être dommageable justement à la réputation du gouvernement et à ses intérêts. On l'a vu aussi pour la visite à la Chine qui a été très critiquée d'Olaf Scholz. Il a publié un texte explicatif après 10 jours de critique. Pratiquement personne n'a lu ce texte, donc c'est assez ridicule s'il avait fait ça 2 semaines plus en avant et bien exposé ses idées. Je pense que ça serait beaucoup mieux passé, et de ce côté-là, le gouvernement allemand devrait vraiment améliorer sa communication. Et peut-être une prochaine question sur quelle différence de position y a-t-il entre la France et l'Allemagne sur le cas hongrois et l'état de droit que vous avez mentionné? Alors, il y en a beaucoup moins qu'avant. Angela Merkel avait toujours l'espoir par un ton très conciliant, de réintégrer cette Hongrie au sein de l'Union européenne et de lui faire abandonner des velléités illibérales qui seraient contraires aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. Cette patience-là n'existe plus. On l'a vu aussi par l'exclusion de Fidesz du parti d'Orban, du Parti populaire européen. Et sur ce point-là, je pense c'est vraiment la France et l'Allemagne sont alignées pour avoir donner une direction plus contraignante aux régulations qui ont déjà été trouvées, et donc retenir aussi des fonds européens en cas de risque de corruption ou d'usage détrimental aux valeurs de l'Union européenne dans ces budgets-là. Donc là, on a déjà vu des conséquences très concrètes et ce ne serait pas possible si la France et l'Allemagne n'avaient pas une vision à peu près similaire des choses sur ce point-là. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question concernant le plan Biden que vous avez mentionné d'investissements importants américains. Voilà, comment est-ce que le franco-allemand, qui eux ont des économies, vous l'avez mentionné, plus importantes que d'autres pays de l'Union européenne, mais aussi plus globalement vis-à-vis de la Chine, la politique commerciale, enfin, il y a quand même des tensions importantes maintenant entre l'Union européenne et ces deux grandes économies. Et comment est-ce que le couple franco-allemand et un peu plus généralement l'Union européenne pourrait y répondre dans les prochains jours, d'après vous? Alors, le plan actuel est de permettre plus de subventions nationales. Jusque-là, la France et l'Allemagne sont très alignés de ce point de vue-là. Et ce qu'ont détaillé différents acteurs, c'est qu'on pourrait bien sûr porter un nouveau fonds européen, financier d'une manière ou d'une autre, pas forcément par la dette. Le ministre des Finances allemand est très réticent, il est libéral et ce ne serait pas vraiment en son sens. Après, il a déjà dû avaler d'autres couleuvres, je l'ai évoqué, faire 300 milliards de dettes l'année dernière dans des fonds spéciaux. Donc peut-être qu'il sera à ce rendez-vous, peut-être qu'on trouvera un financement alternatif. En tout cas, il faudrait y trouver une manière
de faire preuve de solidarité européenne sur ce point-là aussi, justement de ne pas se concentrer sur le franco-allemand. Donc ça, c'est la proposition qui est discutée actuellement, et on pourrait trouver un compromis d'une manière ou d'une autre en y apportant ce fonds. Il y a différentes appellations qui sont déjà en train d'être véhiculées. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais c'est l'état des choses. Merci beaucoup Yann pour votre présentation et toutes ces précisions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande par ailleurs l'infographie de l'Institut Jacques Delors que nous venons de publier sur notre site aujourd'hui, qui remet en perspective la relation franco-allemande pour ce 60e anniversaire du traité de l'Élysée ce dimanche. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 8 février à 14h30. Nous aurons le plaisir d'accueillir Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, qui reviendra justement pour nous sur ces tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne et le plan Biden-Irak, comme je vous l'avais mentionné. Merci à tous, merci encore Yann, et puis bon après-midi et à bientôt.